Hello, bienvenue dans Ça reste entre nous. Je m'appelle Pierre Orlac, j'ai fondé Bababam, un studio de création de podcasts. Et tous les 15 jours, je troque 1 heure sur Instagram contre 1 heure à poser des questions à des gens passionnants et passionnés. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'élégant Darren Tulette. Darren, c'est le présentateur vedette de Be In Sport, après avoir été ouvrier, prof d'anglais, journaliste. L'histoire de Darren, ça commence comme dans un Ken Loach et ça continue comme dans un Monty Python. Près de la scène musicale, en périphérie de Paris, il m'a donné rendez-vous au Seguin Sound. Il est en sueur, il est venu en vélo. On attend que le brasseur ait fini son brassin et on se pose, pour un long moment, car dans Ça reste entre nous, c'est le dernier endroit où l'on parle à bâton rompu. Salut Darren. Well, hello. How are you? I'm really fine, thank you. And you? Yeah, I'm not too bad, actually. Thank you. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de 6 Minutes English pour apprendre l'anglais. Merci. Où on va découvrir que Brian, en fait, n'est même pas dans la cuisine, mais in the kitchen, il est in the bedroom. Exactement. Merci d'avoir accepté l'interview. Donc, tu nous as donné rendez-vous pas loin de tes bureaux. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Tu vas aller travailler simplement ? Tu vas travailler sur quoi ? Raconte-moi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne travaille pas, justement. Donc tu es venu rien que pour nous ? Je suis venu spécialement pour vous rencontrer, passer des bons moments avec vous, parce que je suis entre deux en ce moment. Il y a la Cannes qui va commencer sur Bein. Il y a la Copa América aussi, donc je vais être un petit peu sur la présentation de ces deux beaux tournois de cet été. Il y a aussi les espoirs, mais vu mon âge, ils m'ont pas permis de travailler dessus. Tu peux plus être considéré comme un espoir. Ouais. Okay. Ouais, tu parles de ton âge. Moi, j'aimerais bien c'est l'idée de ce podcast, c'est de faire un retour en arrière, de parler de qui tu es et tout ça. Donc, dis-nous un peu comment tu étais enfant. C'est ton côté thérapeute. Oui, c'est moins cher que d'aller voir un conseiller. T'en feras ce que tu veux. Tu pourras le réécouter en pleurant, posé en boule dans ton lit si tu veux. Mais qui suis-je ? Non, mais est-ce que le Darren enfant était un enfant turbulent, un enfant cool ? Comment tu étais, gamin ? J'étais déjà l'aîné de 4 enfants. Quelle responsabilité. Garçon-fille dans cet ordre-là. Et donc, oui, responsabilité. En fait, c'est marrant que tu dis ça parce qu'à un moment donné, mon père quitte la famille quand j'ai 12 ans. Et évidemment, je ne deviens pas à 12 ans père. Mais en tant que grand frère, j'ai dû prendre quelques responsabilités à ce moment-là. Et donc, peut-être que une toute petite part d'innocence est partie déjà à cet âge-là parce que je devais aider ma mère à s'occuper des autres, des petits, quoi. C'était pas toujours évident. On était dans une petite maison HLM et ma mère avait que les allocs pour nous élever. Donc, beaucoup de vêtements de deuxième main, on va dire. Moi, j'étais dans les pattes d'éléphant lorsque les autres étaient dans des stay pressed, des pantalons serrés. Et donc, je suis sûr que tous ces épisodes-là ont contribué à mon sens une frustration et du coup, tu te penches aujourd'hui sur l'élégance. L'importance des vêtements parce que j'étais tellement énervé de devoir être à contretemps de tous mes potes. Donc, quel genre d'enfant très sportif. Je ne faisais que jouer au foot, jouer au tennis, jouer au cricket. Je sais que ça vous parle pas énormément, mais mon temps libre, c'était ça. En club pour les trois ou... Oui, plus jeune, c'était surtout avec les potes. Derrière nos maisons, il y avait... c'était en béton, hein, mais on jouait en béton derrière. Il y avait tous les garages pour les voitures. Donc, une porte de garage était un but, évidemment. Et on avait des petits terrains comme ça. Et on jouait... il y avait tous les âges. Mais on jouait sans arrêt, sans cesse. On rentrait de l'école. On jetait les... J'ai pas de souvenir vraiment jusqu'à avant 16 ans. J'ai pas de souvenir d'avoir fait des devoirs. Peut-être qu'il y en avait, mais j'ai pas souvenir. J'ai rentré à la maison, je jouais au foot et l'été on jouait au cricket. Et puis plus tard, ils ont construit un petit parc quand même, un petit bout de verdure pour nous. Et donc on allait tous là-bas et ma mère devait sortir et envoyer quelqu'un nous chercher lorsqu'il fallait rentrer le soir, quoi. Mais c'était plus entre copains que encadré dans un club. Oui, c'était toujours entre copains. Ouais. Et puis je jouais dans une équipe, un club le week-end, effectivement, plus tard.
Et puis ça c'était pour le foot et pour le cricket. Et puis plus tard, le tennis qui m'a un peu échappé jeune parce qu'on n'avait pas les sous pour que j'ai un racket. Une fois que j'ai commencé à jouer un peu à l'école et j'ai pu trouver une raquette d'occasion là aussi, j'ai adoré ça. Et donc je commençais à jouer à côté de chez nous. Il y a un pote qui était lui fils de médecin. Donc lui, il avait ses entrées dans le club de tennis du coin, évidemment, et il m'a amené parce que passer par la porte de c'est derrière. ça, parce que vu que j'étais son pote, il me faisait venir. Et puis il y avait beaucoup de vieux en fait. Il y avait très peu de jeunes qui jouaient à cette époque-là, et donc tous les vieux, ils aimaient bien avoir un petit peu de jeunesse qui apparaissait comme ça. Et donc ils m'ont laissé jouer au club sans payer. Donc c'était mignon et je jouais. Peut-être parce que tu jouais pas mal aussi. Ouais, j'étais pas trop mal, mais j'étais pas particulièrement bon non plus. Mais j'étais très, comme toujours dans le sport. Moi, c'est le talent qui manque, mais pas l'enthousiasme. Donc je me donnais à fond, je jouais mais des heures pendant les samedis après-midi, j'allais au club et je jouais mais 4-5 heures sans arrêter. Ils me mettaient dans tous les doubles mixtes avec des petits vieux, des petits vieilles, tout ça, c'était super sympa et j'étais un petit peu le mascotte des anciens quoi, tu vois. Tu renvoyais la balle toute la journée. Ouais, j'adorais ça, je jouais et j'aurais joué avec n'importe qui, à n'importe quel moment, n'importe quelle durée, j'étais heureux de taper dans une balle quoi et c'était un peu comme ça jusqu'à mes 15-16 ans, c'était toujours le sport et j'étais facile à l'école, donc j'avais pas vraiment à travailler particulièrement. Ouais, tu faisais pas tes devoirs, non pas parce que tu étais un mauvais élève, mais parce que tu avais des facilités. Ouais, je pouvais m'en passer. Une fois que le système était fait, oui c'est ça, le système était fait en Angleterre que jusqu'à mes 11 ans, on avait comme une récompense, enfin ils disaient dans le rapport à l'école, dans quelle place tu étais dans la classe. Donc moi j'aimais bien être numéro 1. Et quand j'étais numéro 2, j'étais fâché. Et donc j'avais envie de reprendre ma place. Alors que normalement les filles étaient plus fortes que les garçons quand on était jeune. Mais bon, il y avait quand même ce système. Aujourd'hui je serais pas pour ça, hein, mais ça me donnait un peu envie. Et une fois que je suis passé au big school, comme on dit, j'ai compris qu'en fait c'était pas la peine d'être premier ni deuxième d'ailleurs. Tant qu'on était dans les 30-40% qui étaient voilà, ça passait quoi. Qui continuait d'avancer. Ouais, t'avais pas besoin d'avoir 18 quoi, parce que si t'avais 11-12, tu passais en fait. C'est tout ce qu'il fallait pour continuer sur ton chemin. Et du coup, ça laissait plus de temps pour aller faire du voilà, tennis. comme ça, j'étais tranquille, je faisais le minimum et ça passait tout le temps. Donc ça allait, je me suis fait gronder pas mal de profs. C'était mon rapport d'école, c'était typiquement peut faire mieux. Et genre c'est dommage qu'ils s'investissent pas un peu plus. Darin, il a beaucoup de facilité, mais il travaille pas. Et tu te prédestinais déjà à un métier? Écoute, j'avais le seul souvenir que j'ai d'une réunion d'après l'école, c'est quand j'avais 13-14 ans. Et je me suis retrouvé dans la grande salle où on avait l'assemblée le matin. Il y avait un vieux en face de moi, un vieux ancien militaire. Il portait ça sur lui en plus. Donc je m'installe devant lui. Je ne sais pas s'il avait mon adresse devant lui. Peut-être qu'il savait que je venais d'une certaine cité. Mmh. Il me dit alors, jeune homme, qu'est-ce qu'on veut être lorsqu'on est grand alors? Moi je dis journaliste, monsieur. Et pas parce sans que ça... D'accord. Le mec il me dit, t'as pensé à l'armée? Il a cru en toi. Quel connard. Non mais franchement, ça m'avait frappé, tu vois. Ouais. Je m'en souviens encore à 40 ans plus tard. Et juste parce que j'avais envie de me dire, mais tu te prends quoi? Tu penses quoi, toi? Je vais te montrer, moi. Ça a nourri quelque chose, j'imagine. Parce que du coup, ouais, il y a le côté, je vais te montrer. Mais est-ce que quand tu dis journaliste, c'est parce que tu lisais beaucoup la presse, parce que le métier te plaisait? La presse, non. La presse, non. Il n'y avait pas beaucoup de sport à la télé non plus à cette époque-là. Mais j'étais passionné, effectivement, par tous les sports. Dès qu'il y en avait à la télé, j'étais devant et je jouais tout le temps. Donc, mais c'était pas le sport qui m'intéressait pour le journalisme. En fait, je voulais être journaliste politique. Non, c'est la vie politique qui m'intéressait à 14 ans. Je commençais à m'intéresser à tout ce qui se passait dans la société. Parce que tu étais politisé ou? Oui, parce que j'étais politisé par la situation de ma famille déjà. Ouais, bien sûr. On était en difficulté, en pauvreté même. Et j'ai compris que c'était à cause d'un certain système, quoi, qui ne voulait pas nous aider. On était là, on était piégés en quelque sorte, on pouvait pas s'en sortir. Et je me suis assez politisé, effectivement. J'ai rejoint les jeunes socialistes en Angleterre et je passais, à partir de 15-16 ans, tous mes week-ends, en fait, il y avait une manif quelque part où il y avait quelque chose à faire par rapport à... Il y avait encore, à cette époque-là, Mandela était encore en prison, Margaret Thatcher était Premier ministre, détesté par beaucoup de la population en Angleterre. Par la suite, on a eu la grève des mineurs, bref, beaucoup de choses sociales. Et j'avais l'impression que, effectivement, à ce moment-là,
la jeunesse était assez impliquée dans tous ces histoires-là. Et donc moi, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça et je me voyais journaliste politique plutôt. D'accord. Et donc cet engagement politique, moi j'ai lu que tes premiers boulots ont rien à voir avec le journalisme. Ouais. Donc c'est à la fois l'engagement politique et à la fois voilà, tu bosses parce qu'il faut ramener un peu, voilà exactement. Faut ramener de l'argent pour les frangins et les c'est ça, mon sœurs. premier job c'est à 12 ans. Je lave les taxis d'un voisin qui avait sa petite poêle, il avait 3 bagnoles, donc tous les dimanches j'allais laver les voitures, j'avais 12 ans. Et à partir de là, j'avais toujours des petits jobs, soit le week-end, soit après l'école. J'ai nettoyé des usines de lundi à vendredi, de 16h à 18h pendant 2 ans. J'allais à vélo et qui neigeait, qui grêlait. J'avais pas le choix, je devais y aller, c'était mon job. Et en plus, ma mère me ponctuait d'une commission parce qu'il fallait que je contribue à la maison. C'était mon premier agent, ma mère. Donc, elle prenait un pourcentage. Ou plus. Ouais, plus. Mais bon, elle avait besoin aussi. Et puis après, je me souviens, j'avais un boulot chez le, comment ça s'appelle déjà en français, le mec qui vend les fruits et légumes, les légumes. Primeur. Donc le samedi, le matin, je devais livrer les commandes, surtout chez les vieux. Hein. Évidemment, les petits vieux étaient les pires pour donner un pourboire parce qu'ils comprenaient rien au système d'argent parce que avant c'était des shillings et tout. Non, elle me donnait genre même pas 50 centimes de pourboire, des trucs comme ça, c'était pathétique. Et j'étais là parfois, j'avais 14 kilos de légumes et de fruits. Je montais 6 étages. Et la bonne femme était gentille comme tout, elle me donnait 50 centimes. J'étais là, dégoûté de la vie. Et l'après-midi, je faisais le service. Alors, qu'est-ce que vous voulez avec ce kilo de pommes, madame? Mes pêches sont bonnes cet après-midi. Bon, je m'éclatais, en fait. J'aimais bien ça. Et tu as travaillé dans un pub aussi? C'est vrai? Oui, j'ai travaillé dans un pub. Oui, parce que quand j'ai quitté la maison à 18 ans parce que je partageais une chambre de 4 mètres carrés avec mon petit frère, j'en pouvais plus. Ça posait certains problèmes par rapport à mes envies avec mes girlfriends, n'est-ce pas? Et donc, j'ai quitté la famille. T'étais déjà très actif sur ce sujet-là. Surtout, j'avais très envie d'être actif sur ce front-là. Ouais, tu projetais beaucoup de choses. C'est ça, j'avais des projets. Et donc, j'ai pris un studio, quoi. Et le studio était à côté du pub où on allait boire avec mes potes. Et donc, c'était logique, quelque part, que pour payer le loyer, je travaillais au pub aussi. Ça m'empêchait aussi de me pinter la gueule tous les soirs. Donc, c'était une bonne solution de l'époque. Très bien. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a rien qui te donne envie de traverser la Manche. On est d'accord? Ah non, tu te vois bien essayer de construire une carrière de journaliste politique en fait, et finir au Guardian, quoi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, le truc, c'est que j'ai jamais vraiment, en dehors de rêve, rêver d'être journaliste politique comme je fais. J'avais pas de projet réel parce que je ne connaissais... Tu vivais au jour le jour. Ouais. Oui, tout le temps. Et j'ai toujours été un peu comme ça. Je vis au jour le jour et je profite de ce que j'ai, mais j'ai du mal à me projeter. À cette époque-là, surtout parce que venant d'une famille où personne n'avait fait l'université, on a du mal à comprendre comment ça marche. En fait, on voit ses potes partir. Mais tu sais pas comment ça marche et ce que tu dois faire pour y aller aussi. Où est-ce qu'on s'inscrit, madame? C'est ça, non, mais c'est un peu comme ça. Et puis, est-ce que je saurais faire ça? Est-ce qu'ils vont pas découvrir, en fait, que je suis, un imposteur, quoi? Ouais. Et, donc, j'ai eu peur de partir, en quelque sorte. Pas pour le voyage, mais par rapport à tout ce que ça voulait dire. Et donc, à 18 ans, déjà, la moitié du bac, je le bacle, justement, parce que j'étais toujours au manif le week-end. Donc, c'est un système différent en Angleterre. Donc, si tu veux, j'ai réussi la moitié de mon bac, qui voulait dire que je devais valider l'autre moitié. Donc, ça, c'est en pratique. Mais en fait, en théorie, pardon, parce qu'en pratique, je quitte l'école et je vais travailler à l'usine à côté, en pensant que j'allais faire ça 2-3 mois. Et en fait, je fais ça pendant 1 an. Et j'étais dans une espèce de, je ne sais pas, petite rébellion à la con, genre, ah ouais, mais bon, l'université, c'est pas pour moi. Moi, je suis un travailleur, je vais à l'usine. Je fais 1 an en travaillant la nuit. J'ai commencé à 22h. 22h, j'ai terminé à 8h le matin, de lundi à jeudi. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et je ne sais pas si je serais un jour sorti de ça, si j'avais pas mon ancien prof de politique, justement, qui était un peu un mentor pour moi. Et qui voyait en moi, on en a parlé depuis parce qu'on est toujours en contact, il voyait un peu en moi le gamin qu'il avait été lui. Parce que c'était le premier de sa famille à aller à l'université. Et il voyait que j'étais en train de me perdre en quelque sorte. Et donc, sans me le dire, il m'a inscrit
pour que je refasse les examens. Et donc, j'étais obligé, parce qu'il avait payé pour ça, j'étais obligé de me mettre au travail et d'aller faire ce qu'il fallait pour essayer d'avoir la deuxième partie de mon bac, ce que j'ai fait. Et donc, finalement, je pars à l'université à Manchester à 20 ans, grâce à Mike, mon pote, qui m'a un petit peu sorti de tout ça, quoi. Et quand tu arrives à l'université, tu sens un décalage très fort entre toi, justement, venant d'un milieu pauvre et puis tous les autres étudiants, ou finalement, en Angleterre, il y a un peu d'égalité des chances. Non, en fait, le truc, c'est que dans ma tête, l'université, c'était Oxford, c'était Cambridge, quoi. Et je connaissais absolument rien. Donc, pour moi, en fait, si tu veux, aujourd'hui, les universités, tu peux aller online et tu peux savoir dans quelle place ils sont dans les hiérarchies. Moi, le mien, il aurait été 90e en Angleterre sur 150, un truc comme ça. Vraiment très moyen comme université. Mais dans ma tête, toutes les universités étaient Oxford, Cambridge, et je me voyais effectivement dans des bibliothèques en bois jusqu'à minuit, parce qu'il allait falloir bosser pour la première fois de ma vie. Je pensais vraiment que j'allais être testé, mes capacités intellectuelles qui avaient jamais été vraiment poussées à l'école. Je me suis dit, là, pour la première fois, je vais devoir bosser quand même. Ça va être sérieux et tout ça. Après 2 semaines là-bas à Manchester, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous des branleurs comme moi, en fait. J'étais déçu, parce que autour de moi, il y avait des gamins un peu comme moi, en fait, qui avaient toutes des histoires différentes, évidemment, mais finalement, le niveau était pas très haut non plus, et j'ai vécu ça comme une petite trahison, en quelque sorte, parce que j'avais ces grandes idées de ce que c'était l'éducation supérieure, et en fait, bon, c'était pas particulièrement impressionnant. Donc, j'ai fait 1 an, j'ai même pas validé cette première année. J'ai été élu pendant cette première année. Mike n'est pas revenu pour te réinscrire. Non, cette fois-ci, mais il n'est pas venu pour me sauver. Mais j'étais élu lors de cette première année sur le syndicat des élèves. Ouais. Et en Angleterre, ça a beaucoup de puissance. Donc, j'ai servi 1 année en tant que syndicat. J'étais secretary du syndicat des étudiants à Manchester. Et donc, c'était payé le SMIC, mais c'était un job à plein temps. Donc, me voilà, ma 2e année à Manchester, c'était ça. C'était un peu... Et du coup, aussi peut-être avec une visibilité auprès de la presse, au moins locale là-bas, parce que un représentant de syndicat étudiant, il échange aussi avec les journalistes là-bas. Et j'écris dans le journal des étudiants, et ça, c'est un premier pas vers... Ça crée un lien déjà vers... Okay. Vers mes envies futures, même si... Là aussi, j'avais toujours pas d'idée de comment faire après. Donc, je fais cette année syndicale. La 3e année où les amis avec qui j'avais commencé, eux, ils étaient dans la 3e année. Ils avaient des examens à la fin de l'année. Moi, je travaillais le jour chez un bookmaker et le soir dans une boîte de nuit comme barman. Et donc, je fais ça pendant 1 an. Et tu représentais les étudiants. C'était une belle vie, hein. C'était une belle vie. Et à la fin de cette année-là, on sort tous pour fêter la fin des examens. Sauf que il y a que moi qui n'a pas fait des examens, mais bon, je suis là quand même, hein, parce que c'est la fin des examens. Et pendant cette soirée, on va dire bien arrosée, à l'anglaise, quoi. Il y a un de mes meilleurs potes, Nick, qui me dit soi-disant, parce qu'il m'a appelé le lendemain pour me dire la phrase suivante: t'es toujours partant? Et je dis, mais de quoi parle-t-il? Il paraît que lors de cette soirée à arrosée, il m'aurait dit, moi je vais aller à Paris, parce qu'il avait étudié l'histoire de l'art et il voulait perfectionner son français, parce qu'il parlait déjà pas mal le français. Il dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Et j'aurais dit oui. Donc, vu que le lendemain, il me l'a rappelé et il me dit, mais hier, tu voulais bien venir avec moi? Je dis, bah, ok, pourquoi pas. Et on s'est mis à bosser à plein temps, presque dans la boîte de nuit, pour avoir les poches pleines de billets. Et puis, on est venu à Paris. À nous, les petites Françaises, à nous, les aventures, et probablement, on s'est dit, à nous, 3-4 semaines avant qu'on soit obligé de rentrer à la maison, parce qu'il va nous employer, quoi, tu vois. Et tu trouves là un job de prof, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, tu parles pas français, si? Non, pas du tout. On se balade pendant quelques jours. Nick, il avait un ami, vague ami, David, quelque chose, qui habitait à Pigalle, et qui lui travaillait au Moulin Rouge. Et donc, on va dormir sur son sol pendant 2-3 jours, avant de devoir trouver une situation, quoi. Et on se fait rejeter donc par McDonald's. McDo, chez qui j'avais bossé quand j'étais jeune en Angleterre, mais ils voulaient pas de moi parce que je parlais pas français. J'ai dit, mais il faut parler combien de langues pour faire des burgers, quoi. Tu vois, franchement, c'est avec les mains, c'est pas avec la langue. Mais bon, j'étais rejeté, et heureusement, parce que peut-être qu'ils m'ont dit oui,
je serais pas là aujourd'hui. Après quelques semaines, je serais rentré à la maison, dégoûté de la vie. Mais ils ont dit non, on a continué à se balader. On passe devant une école de langue, Berlitz, qui existe toujours. C'est un peu comme Wall Street English. Vous voyez ce genre d'institution qui donne des cours d'anglais. Pas vraiment aux plus jeunes, mais aux hommes d'affaires, enfin à n'importe qui a besoin de perfectionner. Formation continue, effectivement. Et on rentre, on est en t-shirt, j'avais des yeux, j'avais des boucles d'oreilles à l'époque, on est en t-shirt et jean, et on rentre et on rencontre une nana qui est à la réception, qui plus tard va devenir une copine. Elle était super drôle et sympathique, et elle nous regarde genre, mais c'est qui ces mecs? Foutez là, vous deux. Et on dit, mais got any jobs? Tu vois, il y a du boulot ici? On est anglais, quoi. Et elle rigole et on dit, mais en fait, peut-être bien, parce qu'il y a une formation qui commence dans quelques jours. Allez à l'opéra, rencontrer la boss, vous pouvez au moins poser votre candidature. Donc on y va direct comme ça, on pense même pas, on est tellement naïf, on pense même pas se laver, se mettre beau, quoi. On y va direct, plein d'enthousiasme comme ça. On est reçu finalement par une certaine Betty, qui avait 60 ans, et un accent, si vous pensez que à côté Jane Birkin n'a pas d'accent. Betty, extraordinaire, cette bonne femme. Elle nous a expliqué qu'elle était en France depuis 35 ans. Elle parlait toujours le français comme ça. N'est-ce pas? Bref, elle est amusée par nos têtes. Et elle dit, écoutez, on a une formation qui commence lundi, on était jeudi, un truc comme ça. Vous avez bien des costumes, les gars? Oui, bien sûr. Des cravates, oui. On est allé à Saint-Ouen, au Puce. On a acheté des costumes, mais des costumes presque blagues, quoi. Tu vois, on était en déguisement, quoi. On a acheté des cravates des années 20. On était tellement beaux. Et donc, tu donnais des cours à des Français sans parler toi-même le français. Ouais, bref. Donc, tout était en anglais. En fait, la condition, Berlitz, ils aimaient bien quand tu parlais pas français, parce que dans la salle de classe, t'avais pas le droit. T'avais pas le droit de parler français. Ouais. Tout le système d'apprentissage était basé dans la langue. Ouais. Donc, finalement, ils aimaient bien le fait que, bon, t'étais censé avoir une éducation universitaire, mais bon, j'ai un peu bluffé là-dessus. D'ailleurs, c'est le début de pas mal de bluffs dans ma petite carrière. Mais voilà, j'ai dit que j'avais, on sortait juste de l'université, qui n'était pas totalement faux, parce que en quelque sorte, je sortais de l'université, mais sans rien. Et nous voilà donc 3 semaines de formation et puis un job. Et c'était génial. On avait un job. Donc, tu sais, en France, quand tu arrives, t'as pas d'adresse. Pour avoir une adresse, il faut un job. Sauf que pour avoir un job, il faut une adresse. Donc, t'es un peu perdu et il faut monter. Il faut trouver un mec qui dit oui, il est chez moi. Vous avez eu une chance de fou. Oui, carrément. Franchement. Toujours. Il faut de la chance. Je touche du bois. Vous l'avez provoqué en vous baladant dans Paris, mais bon. Voilà, ouais, il faut aller toquer aux portes et tenter sa chance. Mais on se retrouve avec un job et je me souviendrai toujours du jour où le mec il me dit bon, félicitations, tu commences tout de suite si tu veux. Ouais. Je dis mais on est dans quel arrondissement alors, parce qu'ils ont des écoles partout. Ouais. Il dit c'est pas tout à fait un arrondissement. Je dis comment ça, pas tout à fait. Il dit vous êtes à Évry Courcouronnes, c'est une nouvelle ville. Je dis quoi, c'est où? Enfin, tous les matins, je commençais à 8h du matin. Il fallait prendre un train à la gare de Lyon pour aller à Évry. J'étais le seul mec qui allait dans ce sens-là. Il y avait 4 millions de mecs qui venaient dans Paris. Et moi, avec mon pote, on était les deux seuls cons qui allaient à Évry tous les matins pour donner des cours. Mais bon. Et donc. Des belles aventures. Ça, ce job-là te permet de rester à Paris, de t'installer. Ouais. Et puis, petit à petit, de pouvoir, mettre en avant auprès de nos amis anglais que, tu es un anglais en France et que du coup, ça peut être un point de contact intéressant et de devenir un peu correspondant, c'est ça? Comment ça se fait, cette jonction avec tes premières missions de correspondant? Ah non, ça c'est beaucoup plus loin tout ça. Là, pendant un premier temps, je suis prof chez Berlitz pendant 2 ans. Enfin, je me fais transférer et je quitte Évry après 1 an parce que j'en peux plus. Et moi, j'aime bien faire ça parce que être prof, c'est un peu comme avoir une audience en quelque sorte. On est sur scène, même si parfois c'est une personne devant, parfois c'est 6. Mais oui, au moins on est en présentation en quelque sorte, donc ça me plaisait bien. On était jeunes, on était plein d'enthousiasme pour la vie. Donc les autres profs qui étaient aigris parce que ils sont arrivés comme nous, mais ils étaient encore là 10 ans plus tard. C'était pas leur rêve du tout. Donc là ils étaient amers, ils aimaient pas donner des cours, ils étaient méchants. Nous on était encore jeunes et heureux. Donc les gens ils nous aimaient bien. On avait cette positive attitude quoi qui aurait plu à Ségolène. Et on se retrouve. Moi j'ai dit mais vu que j'ai compris que j'étais apprécié, j'ai dit ok, je veux plus travailler dans la banlieue, envoyez-moi ailleurs. Et ils m'ont envoyé à l'école rue de l'école justement, à côté de Saint-Germain, Saint-Michel, tout ça, c'est top. Bref,
je fais ça. Après, je quitte Berlitz et je pique pas mal de leurs étudiants pour que je puisse être prof, mais dans le privé. Enfin, j'ai créé une société en quelque sorte. Ok. C'est la Darren Tulette école d'English, quoi. Même si, bon, j'ai pas vraiment fait toutes les démarches administratives nécessaires, mais on va garder ça entre nous. Et donc, je suis prof d'anglais pendant 5 ans. Je rêve plus de journalisme parce que, enfin, je rêve pas plus, en fait. Je vis comme on disait tout à l'heure, au jour le jour. Je sors, je découvre plein de choses. Mon français est nul et je suis frustré, mais à travers des conquêtes. Non, de temps en temps, des rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer une jolie Française et puis ça peut t'encourager à faire des progrès au niveau langue, n'est-ce pas? Et puis voilà, après 5-6 ans, je rencontre quelqu'un qui va compter beaucoup dans ma vie et elle me dit mais si ton rêve c'est d'être journaliste, il va falloir que tu en fasses quelque chose parce que là t'as 28 ans et t'es un petit branleur, quoi. T'es prof, quoi. T'es un petit branleur, en fait, elle m'a dit. Ok. Donc, on repart en Angleterre et je cherche à devenir journaliste, d'abord chez moi à Brighton, où, grosse surprise, hein, je rentre en Angleterre, j'ai 28 ans, au niveau études, donc j'ai à peine mon bac, bac plus 0, et 0 expérience, et incroyable, mais personne ne m'attend, ni à la BBC, ni chez Sky, ni au Guardian, ni au Times, personne n'a entendu parler de moi, et donc j'ai pas de job, et 6 mois au chômage, donc c'est pas évident, mais ça montre bien un petit peu mon côté naïf, parce que je rentre en Angleterre en me disant, ouais, peut-être que c'est le moment de devenir journaliste. Aussi, parce que tu oses rentrer en Angleterre en te disant, je vais essayer d'y arriver, quoi. Ouais. Donc c'est un vrai risque aussi que tu prends. Peut-être pour garder ta femme aussi, mais il y a un moment, c'est un vrai risque aussi. Ouais, il faut faire des choses dans la vie, quoi. J'avais encore pas de responsabilité, donc je pouvais essayer de changer ma vie. Donc c'est ce qui s'est passé à travers plein de petites histoires que je vais peut-être pas raconter tous maintenant, mais je deviens journaliste. J'ai un job à Bloomberg, je vais dire, à Bloomberg News à Londres. Donc ça commence d'abord à Londres. Oui, c'est ça. Je me fais embaucher grâce à un CV que j'ai, on va dire, légèrement inventé. Optimisé, c'est un joli mot, effectivement. Enfin, il y avait quelque chose de vrai aussi, hein, mon nom, déjà, mon Ton adresse. âge. Mon âge, je sais pas si j'ai dit la vérité. Mais j'ai commencé, j'étais numéro 3 sur 3. Et là aussi, énorme chance pour moi. Bloomberg était pas connu à cette époque-là, mais c'était justement une boîte en pleine expansion. Et 18 mois plus tard, je suis numéro 3 de 10. Donc, ils ont employé plein de gens derrière moi, ce qui m'a permis de monter rapidement, d'avoir des responsabilités, de couvrir des événements de temps en temps, parce que dans un premier temps, c'était une agence de presse. Donc, j'étais au bureau de 8h jusqu'à 18h tous les jours, à écrire des brèves, à suivre des trucs de loin. Et heureusement pour moi, pleine expansion et donc la chance de faire des choses intéressantes assez rapidement. Et donc après 18 mois, ma femme tombe enceinte. Je l'accompagne dans un hôpital anglais. Elle tombe dans les pommes presque tellement c'était déprimant. Et on aurait dit un hôpital des années 20. C'était horrible, ça faisait peur. Ouais. Elle dit, je vais pas accoucher ici. Donc, il faut que j'aille voir le big boss et je demande un transfert en France. Et vu que la boîte était en pleine expansion, ça marche. Allez, tu y vas. Et il y avait 18 mois plus tard, là, il y avait la Coupe du Monde en France. Donc, j'ai utilisé ça comme argument. Ouais. J'ai inventé tout un réseau de contacts que je n'avais pas. Et j'ai convaincu les mecs à Londres de m'envoyer à Paris pour être le correspondant étranger sur le continent. Ah, mais les momentum, enfin, il y a vraiment le parcours est assez incroyable, quoi. C'est fait d'opportunités, de timing. Il y a plein de moments où ça aurait pu foirer, quoi, et j'aurais été laissé sur le carreau, mais parfois, voilà, souvent la chance m'a souri. Et donc c'est le début de la relation avec le foot, parce que même si tu pratiquais étant gamin. Ça. Comment est-ce que tu te considérais passionné par le foot avant? Ah ouais, toujours. Fou. Tu disais. Moi, quand j'avais 13-14 ans, par exemple, le samedi, parce que moi, je jouais le dimanche. Le samedi, je prenais mon vélo. Quand j'y pense maintenant, c'est assez insolite comme truc. Mais je prenais mon vélo le samedi après-midi. J'avais un petit sac de bonbons parce que j'avais 10 pence comme argent de poche. Bon, c'était genre, ça fait 10 centimes, mais genre, je sais pas, ça doit faire peut-être 1 euro aujourd'hui.
j'allais acheter des bonbons. Hein, je mettais ça dans ma poche et avec mon vélo, je faisais le tour de la ville, d'aller de parc en parc pour regarder les matchs des après-midi. C'était des équipes de bars, hein, des équipes de potes ou des équipes de petits commerces et tout ça, tu sais. Mais il y avait des matchs partout le samedi après-midi et j'allais regarder les matchs. Et une fois que j'avais vu un bout de match là-bas, j'allais voir un autre match sur un autre parc et je faisais le tour de la ville, regarder les matchs. Déjà, j'étais dans l'observation, j'étais. Ouais, donc dès que j'avais un peu de temps. Sur ça, il n'y a pas d'optimisation et il n'y a pas de mensonge. C'est-à-dire que viscéralement, en toi, le foot, c'était quelque chose de très important. Ouais, carrément. Et quand j'avais 13 ans, et parce que j'ai bossé déjà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à pouvoir payer ma place au stade et j'allais à tous les matchs à domicile de Brighton, qui était en 3e division à ce moment-là. Mais j'ai vécu une montée jusqu'en 2e division et puis une montée pour la première fois dans l'histoire du club en Premier League. C'était pas encore la Premier League comme c'est nommé aujourd'hui, mais c'était en 79. J'avais 14 ans et j'avais fait tous les matchs à domicile cette saison-là que j'ai payé moi-même grâce au boulot que je faisais moi-même. Et ça fait partie des souvenirs chéris, quoi. C'était extraordinaire de vivre tout ça, gamin. Très bien. Et donc, comment se fait la bascule entre médias anglais à médias français? Eh bien, je suis à Paris, donc avec Bloomberg News, et je travaille, donc j'ai ma carte de presse, tout ça. Je suis un vrai journaliste maintenant. J'ai plus besoin d'exagérer ou de mentir ou d'inventer. Je suis un journaliste pour de vrai. Et je couvre des événements. La Coupe du Monde en 98, par exemple, c'est très important parce que on était encore, même si la boîte était en pleine expansion, on était peu de journalistes sportifs, et donc je devais faire un match par jour presque pendant tout le tournoi. Ce qui allait être, quand je dis ça, c'est génial, mais c'est hyper fatigant. C'est hyper dur. J'étais à Nantes un jour, à Paris le lendemain, à Lens après ça, et je descendais à Lyon. Enfin bref, c'était génial, évidemment. On était complètement cramés à la fin, mais c'était génial. Et je passais mon temps donc à rencontrer tous les journalistes anglais que je lisais dans la presse anglaise, et j'ai forgé mes premiers contacts avec le métier chez moi, pour de vrai, quoi, parce que là, on partageait les voitures, on partageait des repas. Et moi, j'étais un peu le local parce que je vivais en France, je connaissais mieux le pays que mes confrères britanniques. Et j'ai pu être utile à quelques-uns et on a gardé le contact à partir de ce moment-là. Mais en réalité, oui, je suis le journaliste anglais comme il y en avait quelques-uns avec l'agence France Presse déjà, ou à Reuters par exemple. J'étais le seul à Bloomberg et j'avais pas mal de liberté par rapport à ce que je pouvais couvrir. J'avais la liberté de faire des papiers un peu genre des gros dossiers, des grands portraits, des choses comme ça. Évidemment, il y avait un quotidien qui était moins glamour que ça, mais de temps en temps, j'avais le droit d'aller vraiment expérimenter et faire des jolis papiers, quoi. Donc c'était des belles années. J'ai couvert le Tour de France, par exemple, quand Lance Armstrong gagne pour la première fois. C'est mon premier tour aussi, et j'ai des rapports privilégiés avec lui et de toute son équipe parce que j'avais eu la chance de l'interviewer 3 semaines avant le tour, one-to-one comme ça. Parce qu'on en parlait un peu comme un vainqueur potentiel, mais il était genre un 5e ou 6e favori. C'était l'année après Festina, Virenque et tout ça, donc le vélo avait très mauvaise presse. Vraiment dans la merde. Ils avaient besoin d'une belle histoire pour redonner de la gloire, en fait, en quelque sorte, à cette magnifique course qu'est le Tour de France. Et à travers Armstrong, n'oublions pas qu'à l'époque, tout le monde voyait ça comme une histoire géniale, extraordinaire. Le mec qui a vaincu le cancer et qui revient pour sauver son sport, en quelque sorte. Et moi, donc, je le vois 3 semaines avant, je fais un portrait, un gros papier pour Bloomberg, qui, heureusement pour nous, est repris par beaucoup de journaux aux États-Unis. Donc ça, les agences de presse adorent ça, évidemment. Donc ça m'a beaucoup aidé dans ma campagne d'être envoyé sur place et couvrir l'événement. Et je me revois arriver, c'était au Futuroscope pour le prologue. J'arrive le jeudi, les mecs de l'ASO me voient venir parce qu'ils étaient habitués à me voir maintenant. Ils me disent, Darren, super, t'es là et tout. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Et je me suis dit, j'arrive à peine, il y a déjà une soirée, tout ça, cool. Ils me disent, non, il n'y a pas une soirée. Il y a Lance Armstrong qui veut faire sa conférence de presse ce soir et notre traducteur n'arrive que demain. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous aider? Et donc, je me retrouve à côté d'Armstrong, en fait, sur scène, devant les médias du monde, télé, radio, presse écrite. Donc, on s'était déjà vu 3 semaines auparavant. Mais là, il voit, parce qu'il comprenait bien le français, mais il n'arrivait pas à s'exprimer comme il voulait. Donc, il répondait seulement en anglais, avec son accent texan, évidemment. Et moi, je devais traduire. Et je sais déjà, à ce moment-là, même s'il n'est pas très connu du grand public, j'avais déjà compris à travers notre entretien auparavant que c'était un mec méticuleux.
Donc, j'ai fait très attention à traduire exactement ce qu'il disait, ne pas en rajouter, parce que parfois tu peux te laisser aller, fleurir un peu. Ouais. Là, j'étais vraiment... Et il a pu voir aussi, pour la deuxième fois, que je connaissais son sujet. Je connaissais le vélo. J'étais pas un mec du foot qui est arrivé comme ça. Je connaissais vraiment, j'adore le vélo et j'ai toujours suivi ça. Et donc, ça nous a donné un rapport intéressant. Et pendant la course, j'ai pu la voir 2 ou 3 fois aussi. Et par la suite... Quand il commençait à être vraiment une superstar du sport, quand il avait un message à passer, il m'appelait directement parfois dans mon bureau à Paris, à Bloomberg. Et donc de temps en temps, je me vois devant mes potes en disant je peux avoir un peu de calme s'il vous plaît, il y a Lance Armstrong au téléphone. Les mecs, putain, mais c'est incroyable. Et donc je sortais des papiers d'Armstrong et j'ai eu des rencontres extraordinaires avec lui. Je me souviens d'un circuit de la Sarthe, allant le voir dans sa chambre d'hôtel, assez piteuse la chambre, assis sur son lit. Aussi proche qu'on est l'un à l'autre ici, c'est-à-dire qu'il y a même pas un mètre entre nous. Et je lui parce que je dois lui poser la question. C'est dur de poser cette question à Lance Armstrong, qui a une personnalité très forte, très dominante. Je dis mais Lance, je suis obligé de vous reposer des questions par rapport à toutes les accusations qui sortent. Dopage. Et il me regarde, il me fixe comme ça avec les yeux bleus. Mais Darren, est-ce que tu penses qu'après tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai souffert, est-ce que tu penses que je vais prendre le moindre risque avec ma santé? Est-ce que tu penses que je serais capable est-ce que tu, je dis, mais c'est pas est-ce que c'est est-ce que tu le fais ou pas? Ouais. Et il te regarde dans les yeux et il dit, mais bien sûr que non. Moi, tricher? Pourquoi? Et il te convainc, quoi. Et c'est difficile d'être aussi près, aussi proche de quelqu'un qui te ment comme ça. Parce qu'il est tellement convaincu, en fait, avec le recul, il est convaincu qu'il ne triche pas parce que tout le monde triche. Bien sûr. Donc dans sa tête, vu que tout le monde triche, je ne triche pas. Bref, c'était des moments privilégiés sur ce sport-là, et c'est pour te montrer que je fais un peu de tout pendant ces années-là, avant un jour de passer à autre chose. Spécifiquement sur le foot, t'es omnisport. Omnisport, ouais. Roland Garros aussi, des belles années à couvrir l'événement. Donc c'était chouette. Et en fait, j'étais... Et ça toutes ces aventures-là te donnent une position plus forte dans le milieu du journalisme sportif et te permettent de rentrer après sur des émissions sur des médias français parce que les mecs t'ont identifié sur les gros événements français. Ouais, c'est ça. Et puis la presse anglaise aussi, de temps en temps, quand ils ont besoin d'une info ou ils sentent que moi je peux avoir quelqu'un parce que j'ai un accès différent, ils viennent vers moi. Donc de temps en temps, je fais quelque chose pour The Guardian ou pour Armstrong par exemple, j'avais fait un portrait pour la Financial Times. J'ai dû le signer sous un autre nom parce que j'avais pas le droit de faire ça, vu que je travaillais pour Bloomberg. Mais voilà, j'ai pu faire quelques petits trucs comme ça à droite à gauche. Je commence à travailler pour un site web aussi sur le foot qui s'appelait à l'époque One Football, et je les aidais avec les infos en France. Tu sais, aujourd'hui, c'est tout début ça. Ouais, tout début, parce que il y a 15-20 ans encore, France Foot sortait le matin ou l'équipe sortait le matin. Et c'était avant l'âge digital. Donc, il y avait que en France qu'on pouvait le lire le matin. Donc, si le matin, Thierry Henry disait à l'équipe, je veux partir, ou je sais pas, n'importe quoi. Il disait quelque chose de fort. J'appelais mon pote à Londres, sur le site web. Il disait, tiens, dans l'équipe, il y a Thierry Henry qui dit ça. Et donc, eux, ils se faisaient un papier. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça, mais tu te faisais des petits, tu rapportais ce qu'il y avait dans la presse locale. Pour te faire, il te donnait un petit peu de beurre pour mettre dans les épinards déjà. Et c'était marrant. Et à travers tous ces petits trucs-là, à droite, à gauche, oui, je fais de plus en plus de rencontres. Et un jour, après une conférence de presse avec le sélectionneur de l'équipe de France de l'époque, c'était Roger Lemaire. Roger Lemaire, ouais. J'utilise dans une question, et c'est vrai que je l'utilise presque jamais ce truc, mais je venais juste de l'apprendre. Hein, donc j'ai utilisé un ne serait-ce que dans une question que je pose à Roger Lemaire, qui me connaît parce que je suis toujours là à la conférence de presse, il me connaît comme ça. Il dit d'abord, jeune homme, je tiens à vous féliciter pour le progrès que vous faites en français depuis quelque temps. Donc ça fait marrer les gens. Et après, je me souviens, c'est Jérôme L'Enfant qui était à Europe 1 à ce moment-là, qui vient me voir. Il dit, c'était marrant cet échange et tout ça. Il dit, écoute, est-ce que ça te dirait de faire un peu de radio avec nous de temps en temps? Genre, t'es le journaliste anglais qui nous parle de foot anglais, parce que c'était l'époque effectivement où c'est l'époque tellement où de joueurs stars français étaient en première ligue. Ouais. Cantona était là, Ginola, Thierry Henry, Vieira. Enfin, c'était l'époque
vraiment excitant, quoi. Énormément de Français là-bas. Et c'était des bons on en joueurs parlait. français. Voilà, ouais, c'est ça, les meilleurs. Et on en parlait souvent à la radio ici. Et Pierre-Louis Basse, que j'adore, animait une émission le soir, dans la semaine sur Europe 1. Et lui, j'aimais bien justement parce que il arrivait à mélanger culture et sport. Et j'aimais bien comment il faisait. Bref. L'idée, c'était que de temps en temps, ils allaient m'appeler pour dire, bah tiens, et si on demandait des infos, des nouvelles de notre correspondant britannique. C'est les débuts du correspondant à l'antenne radio. Voilà, quoi. donc ça, c'était cool. Et je découvre tout ça. Mon français était encore assez nul quand même, hein, mais pour eux, c'était marrant, justement, d'avoir un mec avec un accent qui faisait des erreurs et tout ça. Comme quoi, hein, tu peux faire de ta faiblesse... De ta faiblesse une force, oui, bien sûr. Mais c'était... Après 2-3 ans à Paris avec mon pote, l'anglais Nick, dont on a parlé tout à l'heure, qui n'est jamais rentré en Angleterre, lui. Il est toujours là. Ouais. On a fêté nos 30 ans en France il y a quelques semaines. Et vous êtes toujours très potes. Ouais, on est toujours très très potes. Il habite Angers aujourd'hui. Je le salue bien. Justement, après 2-3 ans, alors surtout moi, j'étais en galère avec la langue, on s'était dit, mais comment on peut faire avec le fait qu'on soit anglais ici, dans une position de faiblesse normalement, comment on peut retourner ça pour s'en sortir en faisant en sorte que ce côté anglais soit un truc bien, quoi. Et on avait plein de projets par rapport à ça. Tiens, si on ouvrait un restaurant, si on faisait les English breakfast et puis le thé l'après-midi, des choses comme ça, tu vois, en disant, parce que Marks & Spencer, ils vendent des milliers de petits gâteaux à des petites vieilles tous les jours ici à Paris. Tu vois, on se disait, tiens, ça pourrait marcher. On était végétarien à l'époque. Et il n'y avait pas de restaurant végétarien. On va aller dans des restaurants, on disait au serveur, nous sommes végétariens. Et les mecs, ils disaient, ok, vous voulez du poulet? Putain, c'était impossible, quoi. Tu pouvais bouffer que des omelettes partout. Et parce qu'être végan, c'était laisse tomber. C'était terrible à l'époque. Donc donc là aussi, on s'est dit, et si on faisait un restaurant? Bon, évidemment, on n'avait pas un sou, donc on n'allait pas pouvoir suivre ces projets-là, mais on était toujours dans cette recherche. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que être anglais ici, c'est pas une faiblesse, mais une force. Et voilà, j'étais exactement là où j'avais rêvé en fait, parce qu'à la radio, et du coup, est-ce que tu as travaillé ton accent un peu? Est-ce que tu le cultives ou pas? Moi, dans ma tête, quand je parle maintenant, je m'écoute, parce que j'ai les... T'as le retour casque, ouais. Ouais, retour casque. J'ai l'impression de ne pas avoir un accent du tout. Moi, je suis hyper content de moi. Quand je parle français aujourd'hui, je me dis, putain, je suis trop fort quand j'y pense. Parce que je suis nul en langue, en plus. Je peux pas parler un mot d'une autre langue. Donc tu le cultives pas, contrairement à ce que tu disais, la prof de Berlitz ou Jane Birkin. Jane Birkin, je l'ai croisée une fois. Enfin, elle était derrière moi, à une table, à la brasserie à côté de la gare du Nord, en attendant un Eurostar, j'imagine, comme moi. Elle était toute seule, donc elle n'était pas du tout en spectacle, quoi. Elle n'était pas en train de vouloir impressionner qui que ce soit, mais elle parle vraiment comme ça. Oui, ça fait quand même 400 ans qu'elle est en France. Et elle disait au serveur, oui, j'aimerais beaucoup une petite salade, s'il vous plaît. Vous avez une salade? Mais c'est plus l'intonation que l'accent, en fait. Ouais. Pas possible. Elle parle évidemment, elle a un vocabulaire, elle a tout ce qu'il faut, mais elle parle toujours comme si c'est une anglaise alors qu'elle vit ici depuis toujours. Bref, non, moi j'ai jamais cultivé. Les gens pensent parfois que je fais exprès, mais non, évidemment que non. Malheureusement, on est nous. Je crois que j'aurais préféré que tu me répondes que tu. Ouais, ça aurait été plus drôle. Un jour, vous allez peut-être tous découvrir que je m'appelle en fait Jean-Michel Dupont et je viens de la Creuse. Et tout ça, ça a été un jeu. Une invention complète. Là aussi, tu auras optimisé comme ton CV. Donc, Europe 1, ensuite, ce qui te fait... Alors, je regarde de ma perspective, mais de ma perspective, ce qui te fait passer dans le grand public, c'est l'équipe du dimanche. Oui, bien sûr. Même si c'était pas forcément une émission grand public, c'est une émission qui est devenue tellement culte. C'est des belles années, tu regardes ou c'était dur? Non, c'était des belles années. Ah oui, bien sûr, c'était l'aventure encore. Je me fais appeler par Hervé Matou, que je voyais un peu à la télé, mais que je n'avais jamais vu de ma vie. Il m'appelle un lundi. La réception est pas très bon. Je pense dans un premier temps à un canular d'un pote à moi qui me fait marcher pour je ne sais pas quelle raison. Donc j'ai du mal à prendre le coup de téléphone au sérieux. Et je suis là, ouais, c'est ça. Genre, quand est-ce qu'il va se révéler, mon pote? Tu vois que c'est une blague, mais en fait non, c'était Hervé Matou, quoi, qui me disait oui, blablabla, Pierre-Louis Basse, est-ce qu'on peut se voir? J'ai une émission, j'ai besoin d'un anglais. Je finis par comprendre que c'est pour de vrai, donc on se donne rendez-vous le lendemain, donc c'était un lundi. On déjeune ensemble le mardi avec Jean-Jacques Cassader qui était son rédacteur en chef de l'émission en quelque sorte. Il m'explique que jusqu'à là,
l'équipe de dimanche a été présentée par Thierry Gilardi pendant des années, seul. Lui, il a arrêté, il voulait passer à autre chose. Et c'est Hervé qui héritait de l'émission. Il dit, si j'essaie de le faire comme Thierry, ça va pas le faire parce que les gens vont me comparer. Donc, je pense qu'il s'inspirait probablement de l'émission de Christine Bravo, qui avait autour d'elle, je sais pas comment ça s'appelait. Je sais pas, elle avait par exemple l'émission sur l'Europe. Nikos a commencé autour d'elle sur une émission comme ça. Il y avait des Anglais aussi, des Espagnols. Mariella Timan et tout ça, je crois. Ah, c'était bien plus tard, mais oui, il y avait des étrangers comme ça. Et Hervé se dit, bah tiens, si on faisait l'équipe de dimanche avec un Anglais qui parle de foot anglais, etc., Espagne, Italie, Allemagne. Donc il me vend l'idée autour d'une pizza dans le 15e. Il me dit, par exemple, là, j'ai envoyé un journaliste faire un sujet sur Bernard Mendy, qui va jouer à Bolton cette saison. Donc, il vient de s'installer là-bas. On a un journaliste qui va revenir avec un truc. Et moi, je vais lancer le reportage. Mais si je te dis, parce que nous, en France, on connaît pas Bolton. Donc, si je te dis, tiens, Darren, Bolton, c'est où, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire? Donc je lui dis, mais en exagérant un peu quand même, hein, parce que j'étais à Manchester, Bolton c'est à côté. Je dis, mais Hervé, si tu veux, ça c'est autour d'une pizza. Je dis, mais Bolton, si tu veux, le samedi soir, dans les pubs, c'est pas les mecs qui se battent, c'est les femmes, c'est les bonnes femmes qui se battent. Tu vois, à Bolton, n'y va pas, quoi. Et il me dit, mais tu vois, ça c'est le petit détail que toi tu peux dire en tant qu'anglais. Mais moi, je pourrais jamais lancer un sujet en disant un truc comme ça, parce que les gens, ils vont me dire, mais tu insultes une ville, un pays que tu connais pas. Il dit, donc ça serait parfait. Bah, écoute, est-ce que tu es dispo dimanche? Bah, oui, ok. Donc, pas de répétition, pas de vrai, non, rien, quoi, tu vois. Ça, c'est la pizza, l'histoire, l'anecdote. Ok, à dimanche. J'y vais et on fait l'émission. En direct. Première fois de ma vie j'ai fait une émission de télé pour de vrai avec Bloomberg. De temps en temps, je devais faire un truc micro devant pour une intervention comme ça. Mais faire partie d'une émission comme ça dans une langue qui n'est pas la mienne, avec que des étrangers autour de moi et personne n'était bon parce que il y avait que Hervé qui savait faire de la télé. Nous, on était que des gens de la presse écrite ou de la radio. Il y en avait qui avaient vraiment une tête pour faire de la radio, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, la chance que j'ai eue dans cette émission, dans cette aventure, c'est que déjà, à l'époque, tu penses que Canal+, c'est une grande maison comme ça, tout est super organisé, bien huilé, tout ça. Tu vois, il a mis l'équipe en place en quelques jours, juste avant le début de l'aventure. Ouais. Donc c'était le bordel, sans nom. Et ma chance, ma grande chance, toujours, c'est que autour de la table, j'étais pas le meilleur, j'étais le moins mauvais. Et donc, ils ont fait en sorte de changer les uns les autres pour trouver le bon équilibre, petit à petit. Et pendant ce temps-là, moi, je survivais parce que c'était un peu comme une émission de télé-réalité, tu vois. Toutes les semaines, presque, ils se débarrassaient de quelqu'un d'autre, mais ils le remplaçaient avec quelqu'un. Et moi, je restais là à faire de petit à petit un peu de progrès, comprendre comment ça marche, ce qu'il fallait dire et comment. Je m'entendais bien avec Hervé, qui était un super présentateur, qui donne l'idée qui sait faire briller les autres. Oui, c'est ça, mais tout le monde n'est pas comme ça à la télé, malheureusement. Mais Hervé, au moins, a compris que si l'émission marchait, c'était bon pour lui. Donc, pour que l'émission marche, il faut que tout le monde soit bon, pas que lui. Donc, il nous a aidés. Et petit à petit, ça a pris, quoi. Et mon côté anglais, l'anglais de la bande, a été mis en exergue de plus en plus. J'en ai joué aussi parce que c'était marrant d'aller jusqu'au bout de cette aventure, quoi. Notamment sur ton style. Alors tu me dis que tu cultivais pas l'accent. Pareil, tu cultivais pas le style. Si, un peu. J'étais déjà quand je fais les premières émissions. J'ai revu une photo il y a quelques semaines de la première émission. J'ai une costume rayé. Avec une chemise rose, Paul Smith et une cravate bordeaux à petits pois. C'était ce que je portais quand je voulais être smart au boulot, quoi. Donc j'avais pas à acheter des vêtements exprès pour passer à la télé. J'avais mon style déjà. Mais c'est vrai que une fois que j'ai compris l'importance de l'image, parce que moi j'étais journaliste écrit, donc les gens me voyaient pas. Une fois que je comprends évidemment que la télé, dans un premier temps, ils te voient et après, si tu as de la chance, ils t'écoutent. Et donc, j'ai commencé à jouer avec ça, effectivement. Et j'avais, à cette époque-là, j'avais rencontré à Camden un tailleur autrichien qui était fou des années 60 à Londres. Et donc, il faisait des costumes, mais de plus en plus merveilleux à mes yeux. Rigolo aux yeux de beaucoup qui regardaient l'émission, et donc il faisait des trucs exprès pour moi, donc je mettais dans les émissions, quoi. Et voilà, je me suis laissé aller un petit peu parfois, peut-être mais en on fait est allé trop loin, mais c'était un peu comme la sympa. réflexion sur les femmes qui se battent dans le bar, c'est-à-dire que
toi, tu pouvais le porter. En fait. Voilà. Et toi, tu pouvais porter ces costumes-là. Ouais, et j'arrivais tu pouvais à m'en porter sortir. ce type de discours. Ouais, c'était drôle et c'était une belle aventure. Et pendant 18 mois, je fais ça le dimanche soir. C'est tout ce que je fais pour Canal ou la télé parce que j'avais mon vrai job. Ouais, tu continuais de bosser pour Bloomberg. Bosser pour Bloomberg, c'est ça où j'étais salarié. Et là, tu refais un nouveau braquage en disant. Oui, parce que ce qui se passe, en fait, c'est que chez Bloomberg, j'avais pas le droit de faire cette émission. Et je savais pertinemment que j'avais pas le droit. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas posé la question à mes patrons du côté de Bloomberg parce qu'ils auraient dit non. Donc, je le fais en ousté, en quelque sorte. Et puis, après 18 mois, effectivement, je commence à être un petit peu reconnu. Mais c'est relatif, hein, évidemment. C'est Canal+, c'est tard le dimanche soir. C'est pas 4 millions de personnes qui regardent. Mais comme tu dis, ça commençait à avoir un petit côté culte, quoi. Les gens, ils aimaient bien. C'était très sympa à faire, justement. Il y avait une bonne ambiance. Et donc, il y a à la lancement de SoFoot, 3e ou 4e numéro, Franck Hanez m'appelle. Se présente et dit on aimerait bien faire un portrait de toi pour le magazine et moi flatté j'y pense pas du tout et je dis bah oui c'est chouette, c'est la première fois dans ma vie que quelqu'un veut me parler, c'est moi qui me fais interviewer quoi, normalement c'est moi qui pose des questions. Et donc je me souviens très bien. T'es parti sur le bureau du patron de Bloomberg. Ils font 4 pages sur moi, mon nom est sur la couve et la couve elle est sur tous les kiosques de Paris et donc à un moment donné il y a un collègue à Bloomberg qui me dit qui passe Gare du Nord et... What the fuck tu vois, dans un magazine, tu passes à la télé, c'est quoi cette histoire? Je dis chut, il faut pas le dire. Mais elle me dit, mais elle était bienveillante. Ma collègue, elle me dit, mais attention, tu vas te faire attraper et puis tu peux te faire virer pour ça, tu vois. Donc je dis, c'est là où je dois me poser les bonnes questions. Est-ce que j'arrête la télé parce que j'ai un bon job et c'est un super job que j'avais à Bloomberg, ou est-ce que je quitte Bloomberg et essayer de faire la télé à plein temps? Donc je vais voir Michel Denisot. Là aussi, c'est un pari. Je décide de lui dire la vérité, ou presque. Et donc, dans le bureau de Michel, j'ai dit, Bloomberg m'a dit que je ne peux pas continuer à faire la télévision. C'était pas encore vrai, parce qu'ils m'avaient pas encore chopé, mais dès qu'ils allaient me choper, ils auraient dit ça. Donc, en quelque sorte, j'ai anticipé. Mais devant Michel, je lui ai dit, ils vont m'arrêter de faire l'émission, donc je voulais venir te voir pour te prévenir, pour te donner le temps de trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer. Ouais, c'est un gros coup de poker. J'ai les doigts fingers crossed sous la table comme ça. J'espère qu'il va me dire mais non Darren c'est pas possible, faut que tu restes et tout ça. Et effectivement il finit par dire mais non Darren c'est pas possible, faut que tu restes. Donc je dis bah écoute je ne sais pas parce que moi j'ai un job à plein temps, je sais pas comment faire, j'ai des enfants et tout ça. Mais non, mais on va trouver une solution. Donc évidemment, ça dure un moment, tout ça, mais il finit par dire, OK. Et c'est lui le boss, évidemment. Et c'est là, la chance que j'ai, c'est que Michel Denisot voulait que je signe à Canal, et donc il a mis le truc en route, quoi. Donc il dit à celui ou celle qui s'occupe de ça, OK, signe-le. Et là, il y a une négociation assez homérique qui commence. Mais je savais pertinemment que... Vous savez pas à qui vous parlez, j'ai bac plus 5, non, mais j'ai été professeur d'anglais. Va falloir raquer les gars. Non, mais vous avez pas vu mon CV il y a quelques années? Attendez les mecs. J'ai énormément de chance parce que sachant que Michel a dit signe-le, c'est là où tu sais que... voilà. Tu sais que ça va bien se terminer normalement. Oui, mais surtout qu'il me proposait un CDD et moi j'étais en CDI. Effectivement, après avoir été transféré de Londres à Paris, j'étais dans des très bonnes conditions déjà. Et je n'allais pas mettre tout ça à péril pour un contrat minable pour faire la télé. Parce que peut-être après un an, ils allaient me dire, bon, bah finalement, salut. Oui, alors maintenant, parle-moi de l'aventure beIN Sport. Parce que ça, chez Canal, après l'équipe du dimanche et grâce à ce contrat, tu fais plusieurs émissions, tu animes plusieurs émissions. Donc tu deviens non plus le consultant, mais celui qui gère la présentation et tout ça, et ce parcours se termine avec l'aventure beIN Sport 2012, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment ça se passe? Comment tu rejoins cette aventure? J'ai la chance justement de m'être sorti un petit peu du rôle de petit anglais rigolo. Chose que j'ai fait exprès évidemment parce que je sentais le piège se refermer sur moi. Je voulais pas être jusqu'à la fin de mes jours le petit mec rigolo qui faisait que ça. Donc j'ai commencé à être petit à petit de plus en plus sobre à l'antenne et ça m'a aidé
avoir la confiance des patrons de l'époque, Bompard et puis Linette, pour présenter des émissions et pas seulement sur le foot anglais. Donc effectivement, j'avais changé un peu de registre et j'ai eu l'énorme chance que Charles Bietri pense à moi dans un premier temps avec Florent Ouzeau qui est aujourd'hui le patron. Et donc ça commence à discuter quoi. Et à cette époque-là, il y a beaucoup de discussions autour des machines à café dans toutes les rédactions à Paris parce que les gens étaient là. Il y a une nouvelle aventure qui se lance. Ils vont appeler qui? Et toi, tu dirais quoi? Et tu penses que quoi? Et toi, tu les as vus? Et donc, c'était un jeu de poker mental tout le temps parce qu'une fois que j'avais commencé les discussions, je devais quand même continuer à dire aux autres. Et on t'a appelé, toi? Putain, moi, pas encore et tout. Merde, tu vois. Et donc, finalement, je fais partie des premiers qui signent et j'étais ravi parce que comme avec Bloomberg, c'était vraiment assez tôt dans l'aventure de cette grande boîte. T'avais senti la croissance. Et là, t'es à l'origine aussi, à la création. Carrément. Et de surfer sur une vague de début d'aventure, c'est vraiment chouette. Dans une vie, dans une carrière, si on a la chance de faire ça, c'est vraiment formidable. Et donc, je sentais tout cet enthousiasme là. Charles était très convaincant. Il voulait me donner toutes sortes de possibilités. Et puis, il me disait, voilà, il me flattait, quoi, pour me convaincre. Mais c'était sympa d'entendre, évidemment. C'est toujours sympa d'entendre quelqu'un dire que t'es bon et qu'il avait envie que tu bosses avec lui et que tu représentes la boîte et que tu sois le visage de blablabla. Donc bref, j'étais vite convaincu et j'aime bien l'idée de cycle aussi. J'avais fait plus ou moins 10 ans avec Bloomberg, plus ou moins 10 ans avec Canal+. Je me sentais prêt à aller tenter une nouvelle aventure. Et donc là, d'être vraiment au début de quelque chose d'aussi excitant que ça. Et puis tu retrouves un peu parfait. Le côté omnisport aussi. Oui, j'avais la possibilité de faire. Oui, j'ai fait un peu de rugby, un peu de tennis, effectivement les Jeux Olympiques aussi, tout au début de l'aventure. Donc c'est chouette. beIN Sport m'a permis de faire plein de choses que j'avais pas encore fait. Et ça c'était hyper important de pouvoir se dire. Parce que moi en Angleterre, mes modèles, si tu veux, les présentateurs de sport en Angleterre sont souvent multisports. Si tu es le numéro 1 ou numéro 2, numéro 3, un présentateur sport BBC, ben t'es pas cantonné à un sport en fait. Tu peux faire le foot, mais aussi le golf et peut-être même le cricket si tu as un peu de chance, tu vois. Et puis lorsqu'il y a les championnats d'Europe d'athlètes ou quand il y a les Jeux Olympiques, bah tu vas faire partie de cette équipe-là aussi. J'aimais bien cette idée-là d'être présent un peu partout. Je trouve qu'en France, c'est trop le côté case. Oh là là, mais à Canal, Bompard quand il est arrivé, Alexandre Bompard, il devient le patron des sports. Il reçoit quelques-uns dans son bureau, les uns après les autres, histoire de faire connaissance. La première chose qu'il me dit, Darren, t'aimes pas le tennis? Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, parce que Wimbledon est sur Canal+, et on te voit jamais là-bas. T'es en anglais quand même. Je dis, mais c'est parce que l'équipe tennis ne veut pas vraiment que je fasse partie de... Tu vois, parce que j'aurais pris la place de quelqu'un, tu sais. Et juste, malheureusement, j'ai jamais... Et donc, malgré l'arrivée de Bompard qui voulait que je le fasse, j'ai jamais fait Wimbledon avec Canal. beIN Sport m'envoie faire Wimbledon, c'était génial. Et j'ai des super souvenirs de ce tournoi-là. Et d'ailleurs, ça commence bientôt sur nos antennes, si je peux faire un petit peu de publicité. Du 1er juillet jusqu'au 14... exclusivement à suivre sur les antennes de beIN Sport. C'est fabuleux. Wimbledon, ça, je sais pas si tu es déjà allé. Si, c'est une expérience incroyable. Un endroit mythique et magique aussi. Les couleurs qui sont bien à nous. Même si j'aime beaucoup aussi les couleurs de Roland Garros, c'est chouette quoi. Et Wimbledon, c'est encore une belle aventure. Donc effectivement, beIN me propose et me permet de faire plein de choses différentes comme ça. Tu parlais de modèles. Alors pas forcément dans le journalisme, hein, ça peut être justement vu qu'on va pas être dans les cases, sort du secteur si tu veux, mais quelles ont été les figures qui t'ont influencé ou qui t'influencent aujourd'hui? En Angleterre, j'aime la façon de présenter de Gary Lineker, donc l'ancien attaquant du football anglais. Ça c'est assez rare de pouvoir faire une telle reconversion. Souvent, les anciens joueurs deviennent consultants, donc on est habitué à les voir dans les médias, mais de là à présenter des émissions, c'est beaucoup plus difficile. On le voit avec David Ginola qui le fait en France, avec plus ou moins de réussite selon ses goûts, n'est-ce pas? Mais je pense il s'est inspiré de Gary Lineker. Il voit ce que fait Lineker en Angleterre. Il se dit, putain, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Et pourquoi pas? C'est bien qu'il tente, justement. Mais Lineker, il est cool sous pression, il a toujours le petit sourire de côté qui fait genre je me prends pas trop au sérieux, mais toujours la même passion pour son sport. Et j'aime bien l'idée d'être comme ça, être sérieux sans se prendre au sérieux quoi. J'aime beaucoup cette
cette chose un peu anglaise, effectivement. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait lui. Que tu diffuses très bien aussi. J'espère bien. C'est comme ça que je me vois en tout cas. Et puis en France, j'aime beaucoup le style d'interview de Michel Denisot justement. J'ai eu la chance de travailler pour lui et j'aime toujours revoir comment il fait quand il a quelqu'un en face de lui pour l'interview quoi. Bon, il fait de belles émissions aujourd'hui, mais surtout par le passé, j'ai regardé par exemple après la mort de David Bowie, ils ont rediffusé un entretien que Michel a fait à New York avec David Bowie. Et ce qui était génial dans ce document, c'est pas autant les questions, c'est le rythme. Donc, il posait une question à David Bowie, qui donnait une première réponse. Et là où d'autres intervieweurs auraient de nouveau regardé leur papier et enchaîné la question. Voilà ma question suivante. Michel, il fait sa question, Bowie répond. Michel le regarde de nouveau, met un silence. Ne dit rien, laisse le silence s'installer. Et Bowie enchaîne derrière. Et c'est ça, c'est un don parce que les gens, ils ont peur de la silence. Tu vois, on est devant des micros là. Si on s'arrête à parler tous les deux pendant une seconde. Faisons le test. Ça fait peur aux gens. Ils disent, c'est fini? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce vide? Donc, devant des caméras, c'est encore... On l'a pas tenu très longtemps. Ouais, c'est ça, c'est pas évident. Mais j'aime bien, il a cette faculté d'encourager la parole. Et c'est ce qu'il faut dans les entretiens. Je déteste voir des entretiens où des gens, ils sont pas à l'écoute, ils ont leurs questions. Ils ne font que poser leurs questions. Mais c'est la magie du format podcast. Là, on est sur un podcast et justement, on a le temps, on prend le temps. C'est ça qui est fort. J'écoute énormément de podcasts, effectivement. Ouais, c'était ma prochaine question, vas-y. Oui, moi j'aime beaucoup les podcasts américains, donc j'écoute presque religieusement The Daily du New York Times pour suivre l'actualité américaine, mais pas que. Ils étaient en Europe récemment pour suivre toutes les élections. Ils posaient pas mal de questions intéressantes sur la culture politique de nos pays ici en Europe. C'était fabuleux. This American Life aussi, qui raconte des histoires de gens, quoi, de toi, de moi, mais des choses qui nous arrivent. Ils le font d'une façon formidable. Ils racontent quoi. Il y a rien de plus puissant pour moi. Voilà, qu'une histoire. Storytelling, c'est tellement important dans le journalisme et pas que. Donc j'aime beaucoup ces deux-là. J'en ai plein. J'écoute aussi The Guardian qui fait. Et en langue française, t'en écoutes certains ou pas? Eh bien, peut-être pas beaucoup encore. Donc j'espère que. Bon, on va te faire je vais pouvoir ajouter. Voilà. Une petite liste de recommandations. Il faut que tu me fasses ça, ouais. Bon, et est-ce que si t'avais un petit message, un petit truc à nous confier après cette heure d'interview, tu nous parlerais de quoi? Alors ça peut être un projet pro, mais aussi sur un message un peu perso qui te tient à cœur, une cause, un engagement que tu as. Oula. Il y a deux questions dans ma question. Ouais, effectivement. Par rapport au projet. Non, rien de particulier parce que, comme je dis, j'ai souvent un petit peu manque de conjecture, de projection, de projeter. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai retrouvé le goût de d'écrire récemment à travers un ou deux petits trucs que j'ai fait, y compris un livre sur la Coupe du Monde il y a 18 mois. Donc, peut-être que j'aimerais poursuivre dans ce chemin-là, même si je sais que écrire de toute façon, malheureusement, est très peu rémunéré. Écrire un livre, ça sert presque à rien. C'est juste un projet pour se flatter, en quelque sorte, parce que le livre sort, on est content, personne l'achète, c'est pas grave. Mais c'est un peu ça aujourd'hui. Hein. Il faut beaucoup de chance pour sortir un truc qui marche, quoi. Il y a quand même encore une valeur de l'objet. Voilà, c'est ça. Je pense quand même que. Mais on se fait plaisir quand même. Ouais, il y a un petit peu, il y a un petit côté, on se fait plaisir. Mais tu sais, c'est comme tout, tout le monde est dans la recherche de l'audience. Ouais. Et au final, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, l'important c'est pas d'avoir une audience engagée. Et donc, quand on referme un bouquin, on est plus engagé avec l'auteur et dans une relation avec l'auteur que quand on a swipé des stories sur Instagram. Bon, on l'espère en tout cas. Donc je lis énormément. Donc je lis énormément de romans. Donc l'écriture. Donc l'écriture, ce serait sympa que
de temps en temps, je fais encore un papier pour The Guardian, par exemple. Et vu que c'est le journal avec lequel j'ai grandi. C'est la référence des journaux en Angleterre. T'imagines, pour moi, la fierté de ce que c'est d'être publié par ce journal-là. Et donc, j'en ai fait par le passé des gros portraits d'acteurs français dans le sport et tout ça. J'ai eu la chance d'être dans The Observer et dans The Guardian avec des portraits de Giroud, de Eric Cantona, de Zidane, parmi d'autres. Donc, ça, de temps en temps, si je peux avoir la possibilité de faire des choses comme ça, c'est sympa. C'est bien intellectuellement aussi de se stimuler avec des nouveaux défis. Pourquoi pas. Avec beIN, évidemment, toujours envie de poursuivre la passion, quoi. Tu vois, d'être là au moment des directs. De toute façon, beIN Sport, c'est que du direct. Donc, je fais presque jamais rien qui est enregistré. Et j'aime bien cette adrénaline-là, d'être présent sur les grands rendez-vous sportifs. C'est un cadeau pour moi de me dire que je suis encore. Ça se voit quand tu parles de Wimbledon tout à l'heure. Oui, mais tu vois, ça se voit que t'as pas perdu cette fraîcheur-là. Ouais, et puis parfois tu te pinces et tu te dis putain, le petit anglais que je suis encore là. Ils me permettent encore d'exister et de présenter des trucs et de parler de foot à l'antenne, donc ça c'est formidable que ça continue. Et par rapport à l'engagement, c'est pas, c'est peut-être un peu facile, mais effectivement c'est par rapport aux problèmes écologiques, quoi. Dont tout le monde parle sans beaucoup faire, quoi, surtout au niveau gouvernement. Tu fais, toi, un peu j'essaie de faire... Le fameux, ça commence par moi, est-ce que tu le fais? Oui, je suis venu à vélo, tu vois, aujourd'hui, quand je peux, je me déplace à vélo, et je fais évidemment les petits trucs de la vie, le tri et tout ça. Je suis comme beaucoup de Parisiens ou sur la région parisienne, je subis quand je prends la voiture pour venir en ville parce que c'est le bordel et tout ça, mais je fais pas partie des gens qui râlent à cause de ça. Je valide. Je suis pour tout ce qu'essaie de faire Anne Hidalgo au niveau de la mairie pour faire en sorte que Paris devient de plus en plus vert. C'est ça l'avenir. Il faut arrêter de râler et se plaindre parce qu'on n'arrive pas à se garer dans Paris ou qu'on est dans des bouchons. Mais merde, à un moment donné, il faut trouver des solutions, quoi. Et moi, je pense que elle est dans le vrai. Et donc, je soutiens toutes ces mesures-là, et j'aime penser que la ville va être de plus en plus verte. Demain, il le faut, de toute façon. Et je sais qu'en France, vous aimez bien vous plaindre, et c'est aussi quelque chose que j'aime chez vous. J'aime que la France soit encore l'un des rares pays qui a des grèves, bordel, c'est bon ça. Non, parce qu'il faut se plaindre, il faut se battre. Il faut se battre, il faut se défendre. Non, mais tous ces jeunesse, mais tous ces acquis. Engagée, ouais. J'ai l'impression parfois que tous ces acquis, on est en train de vouloir se débarrasser en se disant non, mais c'est pas grave, allez, on fera moins de vacances et on aura moins d'hôpitaux et on aura moins de profs, tout ça. Mais non, putain, nos aïeux. Nos aïeux, c'est ça le bon mot? J'avais le bon mot. Ouais. Merde, j'avais le bon mot en plus. Nos aïeux, ils se sont battus pour avoir tous ces acquis, ces petits droits que nous avons. Bien sûr. Et il faut pas justement se laisser faire, quoi. Il faut pas donc voir keep fighting, quoi. Keep fighting, keep the faith. C'est ça my message. Keep the faith. Merci beaucoup, Darren. My pleasure. Non, c'était un vrai plaisir de t'entendre. Et de revivre tout ce parcours. Merci infiniment. J'espère que le parcours, il y en a encore pour un petit bout de temps, hein, donc on peut se retrouver dans quelques temps pour parler des nouveautés. On se voit, tu disais tous les 10 ans, on se voit tous les 10 ans, donc ouais, dans 10 ans, Darren. Ok, avec plaisir. Merci. Et puis bonne route. Hein. Merci, ciao. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Darren. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. Nous revenons dans 15 jours. D'ici là, vous pouvez découvrir notre podcast football. Soyez sympa, rejouez. On revit les plus beaux matchs de légende dans les conditions du direct.